Salut à tous. Un message de 30 secondes pour vous proposer de découvrir toutes nos interviews faites dans les festivals de Montier et du FIFO. Et ces festivals, ce sont les grandes fêtes, les plus grandes fêtes même du vivant chaque année. Montier, c'est en Haute-Marne, dans mon Grand Est natal, et c'est le rendez-vous des photographes animaliers. Et le FIFO, c'est à Ménigoutte, pas loin de Poitiers, dans les Deux-Sèvres. C'est le rendez-vous du doc animalier. Il y a vraiment toutes les célébrités, tous les naturalistes qu'on aime et qu'on connaît, notamment à Bannay-sous-Gravillon, tous les amoureux du vivant, tout simplement, qui sont là, qui se rencontrent, sans prise de tête. Vraiment, c'est un haut lieu du vivant, tout simplement. Et nous, avec des équipiers de Baleine-sous-Gravillon, nous sommes allés faire une moisson de mini-interviews de tous ces gens qu'on a dit, célèbres ou pas célèbres. En tout cas, ils sont tous passionnants. Et on est revenu vraiment les cales pleines. Toutes ces interviews sont publiées dans Baleine-sous-Gravillon et dans Combat. C'est pas les mêmes dans l'une et dans l'autre. Et donc voilà, on vous invite à aller les découvrir. Il suffit de taper par exemple Baleine et FIFO dans vos applis d'écoute ou Baleine et Montier et vous aurez accès à tout. Il y a tout dans les descriptifs des épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut. Salut Cécile, salut Victor. Salut Marc. Salut Marc. Donc vous êtes les navigateurs de l'extrême, vous êtes les deux navigateurs du projet Captain Darwin, qui est une expédition qui reprend, qui se met dans les pas, dans la trace, si j'ose dire, dans les voiles du Beagle qui a transporté Darwin entre 1831 et 1836, ce célèbre voyage qui a permis à Darwin tout simplement d'échafauder sa fameuse théorie de l'évolution. Et donc votre projet, peut-être que vous pourriez le résumer en une phrase pour celles et ceux qui nous écoutent. On l'a largement détaillé dans le premier épisode, mais juste là, à l'orée de ce deuxième épisode, on va juste en 2 phrases redire de quoi il s'agit. Captain Darwin, c'est une expédition à la voile autour du monde où on retourne dans tous les lieux où Darwin est passé entre 1831 et 1836 et on interroge les scientifiques sur la manière dont la biodiversité, les paysages ont évolué en 200 ans. Parfait, excellent résumé Victor, bravo. Pour ce deuxième épisode, comme promis, on va parler du poulpe. Expliquez-moi quel était l'enjeu de cette expérience et tout simplement comment elle s'est mise en place, comment ça s'est passé. Alors, on a voulu travailler sur le poulpe au Cap-Vert parce que Darwin en a beaucoup parlé. Dans son livre, il était fasciné par cet animal qui, comme on sait, a la possibilité de changer non seulement sa couleur de peau, mais aussi sa texture, qui a aussi beaucoup de techniques comme le fait d'envoyer de l'eau ou de l'encre pour échapper à ses prédateurs. Darwin, lui, il avait comme possibilité d'observer ce poulpe, de se balader et puis de chercher des individus qui sont dans les mares à marée basse, de regarder un petit peu sur le premier ou les 2 premiers mètres, on va dire, d'eau, mais évidemment, il n'avait pas la possibilité de plonger. Donc nous, on s'est dit, c'est intéressant de partir de la curiosité initiale de Darwin à propos de cet animal, mais 200 ans après, d'aller plus loin, en quelque sorte, grâce au scaphandre de plongée autonome, qui existe depuis à peu près une 50aine d'années, et on a sollicité l'aide, on va dire, de Eduardo Sampaio, qui est un scientifique spécialiste des céphalopodes et plus spécifiquement de leur comportement. On l'a sollicité, donc lui il travaille à l'université de Lisbonne et on lui a proposé de venir pendant 2 semaines, de prendre place à bord du Moukti et puis d'utiliser tous les équipements de plongée dont on dispose sur le bateau. Donc notre idée c'était de faire une sorte de mini-programme scientifique, quand bien même le bateau est petit, on peut quand même mettre en place des choses intéressantes et on est parti sur 2 questions principales. La première, c'est déjà, est-ce que on peut trouver des poulpes au Cap-Vert sous la zone intertidale? La zone intertidale, c'est tout simplement la zone qui se trouve entre marée basse et marée haute. Est-ce qu'il y a des poulpes qui se trouvent en dessous? C'était quelque chose qui avait encore jamais été observé dans le cadre d'un programme scientifique. Donc ça, c'était déjà la première question qu'on se posait. Et la deuxième question qu'on se posait, c'est si on en trouve, comment se comportent-ils? Où est-ce qu'ils en sont dans leur cycle de vie, on va dire, à cette période de l'année, c'était en novembre 2021. Donc, on avait Eduardo Sampaio, le scientifique, on avait Nicolas Molon, le directeur de plongée, on avait Victor Rowe, donc moi, le caméraman, et puis Martin Roth, qui lui était le marin de la bande, on va dire, enfin le second du bateau, avant que Cécile n'arrive. Et donc, on a fait 2 semaines dans les îles désertiques, entre Santa Luzia et l'île de Raso. Donc c'est à côté d'une île qui est très connue qui s'appelle São Vicente, qui est l'île sur laquelle on trouve la ville de Mindelo, qui est un peu la capitale, on va dire, culturelle du Cap-Vert, si on peut dire. Praia, c'est la capitale politique, mais Mindelo, qui est plus au nord, c'est la capitale culturelle. Et on s'est fait 2 semaines dans ces endroits reculés avec des paysages lunaires, littéralement lunaires. On avait l'impression qu'on était sur d'autres planètes. C'est un groupe d'îles qui s'appelle les îles désertes, donc pas de végétation,
très peu d'animaux, sauf quand on plonge. Alors là, c'est une explosion de vie. D'accord, Victor. Alors moi qui regardais la vidéo consacrée au poulpe, tout tourne autour d'une question centrale aussi, qui est de savoir si le poulpe peut se reconnaître dans son reflet. Le fameux test du miroir, dont beaucoup de scientifiques pensent que c'est un peu du bullshit. On y reviendra après. C'est vrai qu'il y a des choses troublantes. On va pas trop faire la polémique d'abord, mais juste dire que l'expérience qui est quand même magnifique que vous avez filmée, c'est d'essayer de voir quelle est la réaction du poulpe quand on plante un miroir devant lui. C'est un peu ce qu'a fait Léo Grasset dans Dirty Biology avec ses diables de mer d'ailleurs au passage. Exactement, tout à fait. C'est une expérience qui peut avoir effectivement ses détracteurs. En revanche, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est très évocateur pour le grand public. Quand moi j'en parle aux enfants, je leur dis mais quand vous lavez les dents le matin ou le soir et que vous voyez dans le miroir, vous prenez pas la frayeur de votre vie parce que vous vous reconnaissez et vous voyez que la personne qu'il y a dans le reflet, bien c'est vous-même. Et que ça c'est un peu la magie de notre espèce, Homo sapiens, c'est d'avoir cette conscience de nous-mêmes. Mais par contre, on aurait tendance à se dire, on est les seuls parce qu'on est les plus intelligents. Mais en fait, dans le règne animal, il y a un certain nombre d'autres animaux qui sont a priori en conscience d'eux-mêmes également. Et le test du miroir, ça reste une des grandes expérimentations scientifiques qui permet d'avoir une idée. Peut-être pas la confirmation, mais en tout cas d'avoir une idée. Donc, dans ceux qui ont réussi, il y a l'éléphant. L'éléphant, alors là, on imagine qu'il faut un miroir un petit peu plus grand que ce qu'on a utilisé pour notre poulpe. Mais donc, le principe de base, c'est effectivement, on fait une croix sur le front de l'éléphant, on le met devant un miroir et on regarde sa réaction. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que l'éléphant utilise sa trompe pour essayer d'effacer la marque qu'il a sur le front. Donc là, on a quand même la confirmation que l'éléphant qu'il voit dans le miroir, ce n'est autre que lui-même. Donc, on détermine une conscience. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec le poulpe. Sachant que dans l'expérience que nous on a fait, on n'a pas fait les choses jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, mais normalement il faut faire cette marque, si tu veux. Mais sauf que le problème c'est qu'à la limite faire un marque sur un front d'éléphant ça doit déjà pas être facile, mais à la limite c'est quand même plus facile que de le faire sur un poulpe parce que on imagine la peau est extrêmement visqueuse, enfin voilà, on est dans l'eau. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a positionné un miroir mais on n'a pas fait la marque et on a juste essayé d'observer au plus proche la réaction du poulpe. Est-ce que c'était une réaction de rejet, est-ce que c'était une réaction agressive ou est-ce que c'était plutôt une réaction de justement un animal qui serait susceptible de comprendre que ce qu'il voit dans le miroir n'est autre que lui-même. Alors trêve de suspense, quelle fut la conclusion ? C'est que il n'y a pas vraiment de conclusion parce que en fait c'est comme tous les programmes de recherche exploratoire, c'est parfois on les termine avec plus de questions que de réponses réellement, mais ce qu'on a vu quand même c'est qu'il y avait une réaction qui était très très forte. Déjà ça c'était la première chose. Est-ce que le poulpe qui a des yeux qui voient à peu près comme les yeux des humains, en fait c'est intéressant, c'est un sujet d'évolution convergente. On a peut-être pas le temps d'en parler là maintenant, mais voilà, c'est des yeux qui sont très performants. Donc déjà le poulpe se voit et le poulpe réagit. Donc ça c'est la première chose. Excuse-moi, il réagit comment ? Il est content ? Il est pas content ? Au début, il est pas content du tout et il attaque de manière très agressive le miroir. Il comprend assez rapidement qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond parce que il touche cette surface extrêmement lisse qu'il n'a probablement jamais touchée avant dans sa vie. Il revient dans sa tanière et puis après quelques minutes d'observation, il réattaque et plus ça va et plus il y a ces attaques et plus ces attaques sont douces et moins il y a d'agressivité, ce qui pourrait potentiellement indiquer qu'il y a une certaine forme d'habitude qui se crée vis-à-vis du miroir. Après, est-ce que ça veut dire que le poulpe a conscience de lui-même ou c'est juste qu'il se fatigue d'attaquer cet ennemi qui manifestement a pas envie de déguerpir ? Ça, il faudrait qu'on fasse davantage d'expériences, peut-être dans des environnements plus contrôlés, mais en tout cas, il y a cette forte réaction, ça c'est sûr, qui est extrêmement intéressante et qui donne des billes aussi à la communauté scientifique pour justement développer des méthodologies un petit peu plus précises à l'avenir. Le test du miroir a été développé en 70 par un certain Gordon Gallup. C'est un test qui mesure le niveau de conscience de soi des êtres vivants. Tu as dit que effectivement, l'orang-outan, les grands singes, les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans, les dauphins, les pigeons et les humains réussissent ce test. Le problème, c'est qu'il y a aussi des fourmis qui l'ont réussi et les chiens qui l'ont pas réussi. Et donc, d'après ce que j'ai compris, c'est juste que c'est quand même un test qui est très anthropocentré. Et par exemple, pour les chiens, on le sait, l'odeur est beaucoup plus importante que la vue. Et donc, tout ne passe pas par la vue chez les animaux, ou en tout cas à des degrés divers. Et en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles ce test, on va dire, est critiqué. J'ai pas vraiment d'avis, mais c'était juste pour rendre compte de ça, et du fait que ce test du miroir,
Enfin, pour certains scientifiques, c'est du bullshit. Pour d'autres, ils méritent d'être conduits. Voilà, on va évidemment pas trancher, mais je tenais juste, Bien sûr. par honnêteté, à le préciser. Je ne sais pas si vous-même, vous en avez parlé avec Eduardo, le scientifique portugais. On n'a pas parlé de la critique du test en soi. Je pense que après, de toute façon, toutes les méthodologies scientifiques sont discutables dans le sens où justement la critique des méthodologies est ce qui permet aussi à la science d'avancer. En tout état de cause, ça donne déjà des indications. Alors elles peuvent être maigres et décevantes, mais en même temps la science se fait sur des années, des dizaines d'années et non pas sur 2 semaines. Donc je pense qu'il y a des choses positives à en retirer, même si c'est sans doute pas représentatif de la conscience telle qu'on se la représente nous autres êtres humains. Ouais, en tout cas, moi j'ai vu la vidéo, elle est très intéressante. En plus, c'est très bien filmé, et puis c'est toujours rigolo de voir la réaction d'un poulpe face à un miroir. Il y a évidemment ce mérite-là. Victor, en préparant l'émission, tu as signalé qu'il y avait eu un énorme incident de plongée, enfin incident, j'ai pas dit accident, mais qui était dû à la dérive. Et moi qui suis ancien prof de plongée, ça me parle beaucoup. Raconte-nous ce qui s'est passé. Alors moi, je vais pouvoir te donner la perspective de la personne qui n'était pas dans l'eau, puisque j'étais sur le bateau à ce moment-là, mais c'est limite plus stressant en fait. On avait une palanquée de plongeurs, donc Eduardo et puis Nicolas qui plongeaient sur un tombant de l'île de Raso. Et puis on les a déposés avec Martin, donc le bateau bouge, tu vois, on suit un petit peu la côte de l'île, on trouve le site qu'il nous faut, donc ça c'est des discussions avec des locaux, etc. pour trouver les meilleurs sites de plongée. On largue les plongeurs et puis, comme on fait toujours quand des gens partent plonger, c'est qu'on se donne 1 heure. Donc on se dit voilà, dans 45 minutes, à peu près, à 3 minutes près, on remonte. Comme ça, on sait quand on est sur le bateau, quand on doit déclencher les secours ou pas. Donc ils vont plonger, c'était un petit peu tard le soir. 45 minutes après, on les voit toujours pas. 50 minutes, 55 minutes. Donc là, le temps se fait très très long. Il y a un vrai étirement spatio-temporel à ce moment-là. Il y a plein de choses qui nous passent par la tête. On commence à sortir la bouteille d'oxygène pur qui est toujours rangée dans le bateau pour prévenir un accident de décompression trop grave, hein, puisqu'ils étaient quand même sur une plongée à 30 mètres de profondeur. Et puis, au bout de 10 minutes, il commençait vraiment à faire très très noir. On a vu tout d'un coup une frite orange fluo s'allumer, s'éteindre. Et en fait, c'était Nicolas et puis Eduardo qui étaient avec une lampe de plongée en train d'éclairer ce qu'on appelle un parachute. Un parachute, donc une espèce de bouée orange toute droite là qui est déployée pour signaler les plongeurs en surface. Et ils étaient en train d'utiliser ça comme une espèce de mini-phare, entre guillemets. Et donc on a vu ça et ils étaient à 2 kilomètres, quoi. Ils étaient super loin de la zone où on les avait lâchés. Et effectivement, il y avait un courant qui était extrêmement fort, puisqu'en fait, faut imaginer que le Cap-Vert, c'est un archipel qui est donc d'origine volcanique et qui sort du tréfond de l'océan Atlantique avec des pentes qui va entre 4000 mètres et puis tout d'un coup qui remonte quasiment à la surface à 10 mètres, quoi. Donc on imagine à quel point ça va venir renforcer les courants au niveau justement de ces îles. Et en fait, quand on plonge au mauvais moment, comme là c'était le cas, ça fait des courants très très forts qui peuvent effectivement causer des incidents, comme tu as dit. Je pense que c'est important. C'était un incident et non pas un accident. Et donc moi j'ai eu très peur. Eux c'était cool, en fait ça allait bien parce que ils étaient il y a pas le bateau, mais ils savaient qu'on était quelque part et puis ils se sont dit bon on va leur faire des petits signes avec la lampe. Mais bon moi j'étais flippé parce que je suis responsable quand même de la vie de tous les gens qui sont à bord. Donc j'ai eu très peur et puis ensuite Eduardo il a relayé ça dans le magazine Science. Alors ça je trouve ça génial que du coup le magazine de référence d'articles scientifiques publie la première publication Captain Darwin, c'est comment j'ai perdu mes 2 plongeurs et que je les ai retrouvés à 2 kilomètres plus loin, quoi. En effet, ça manque pas de sel, ouais, d'accord. Ok Victor, donc je voulais te poser une question toute simple de plongeur pour le coup. C'est que pourquoi la frite dont tu parles, qu'on appelle aussi une saucisse, enfin bref, ça a plein de noms, cette espèce d'énorme bouée orange, effectivement en forme de frite, pourquoi ils l'ont pas mis depuis le début ? Pourquoi ils l'ont envoyé qu'à la fin ? Pourquoi ils plongeaient pas avec la frite tout du long ? Alors en fait, ils plongent pas avec la frite parce que quand on est sur une plongée d'exploration et d'autant plus quand on va un petit peu dans des caves, etc., dans des grottes sous l'eau, bah évidemment on imagine que le fait d'être relié à cette frite en surface avec un filin, ça va pas aider la plongée. Donc du coup, on fait la plongée avec la frite qui est repliée sur elle-même dans une poche. Et puis ensuite, quand on commence la décompression, eh bien on envoie cette frite pour se signaler en surface.
parfaitement compris, des dangers que le félin se prenne dans des grottes ou dans des rochers, dans les explorations, c'est parfaitement compris. Victor, qu'en est-il? Au final, on n'oublie pas que votre expédition s'appelle Captain Darwin. Donc, Darwin est passé par le Cap-Vert, il y a fait escale, il y a étudié un certain nombre d'animaux. Bref, concernant le poulpe, quelles sont les conclusions entre ce qu'a fait, dit, vu, consigné Darwin et ce que vous-même, vous avez vu 200 ans après? Alors, par rapport à la comparaison historique sur le poulpe, a priori, il y a à peu près le même nombre de poulpes au Cap-Vert aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque de Darwin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une double dynamique qui se fait, c'est que le renforcement de la pression anthropique par des activités comme la pêche est de nature à faire baisser la population de poulpes, mais en même temps, comme ça se fait au niveau de toute la chaîne trophique, il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont des prédateurs naturels du poulpe, comme les gros poissons, les requins. Eux, leur population a très largement diminué. Donc d'un côté, il y a un renforcement de la pression à travers la pêche du poulpe directement, qui est utilisée notamment pour faire des appâts, mais aussi le fait que ces prédateurs naturels soient moins nombreux. Et donc en fait, finalement, cette double dynamique fait que Eduardo, son avis, c'est que le poulpe aujourd'hui est à peu près sur la même dynamique populationnelle qu'elle était à l'époque de Darwin. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi de pouvoir dézoomer, justement, c'est-à-dire utiliser le poulpe comme point d'intention premier. Et puis derrière, avec toutes ces plongées qu'on a fait, puisqu'on a passé quand même 60 heures sous l'eau pendant ces 2 semaines dans les îles désertiques, on a vu des poulpes, mais on a vu aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres animaux. Et en fait, on a fait en quelque sorte une photographie de l'écosystème sous-marin des îles désertiques en novembre 2021. Et ce qu'on remarque, c'est que il y a certes une explosion de vie d'une manière générale, surtout si on compare la biodiversité marine à celle qu'on trouve en surface, parce que c'est des îles où il y a tellement peu d'eau qu'il y a très peu de végétation et très peu d'animaux terrestres. En revanche, sous l'eau, c'est une explosion de vie. Et ce qu'on remarque, c'est que malgré cette explosion de vie, eh bien, il y a quand même très très peu de grands prédateurs. Donc le haut de la chaîne trophique a été beaucoup pêché, beaucoup trop pêché de manière industrielle. On remarque aussi une pollution plastique qui est colossale, notamment sur l'île de Santa Luzia. Sur la face nord en fait de l'île, il y a le Gulf Stream et puis les vents dominants de l'Atlantique qui amènent énormément de déchets de pêche. Donc on voit des filets, on voit des flotteurs, on voit énormément de choses. Et donc ça, évidemment, par rapport à l'époque de Darwin, c'est une différence qui est colossale. La pollution plastique, la pression anthropique liée à la pêche, pas trop au tourisme, parce que les îles désertiques ont été déclarées réserves naturelles, donc ça, le gouvernement a réussi un petit peu à moduler ça, mais c'est quand même toujours un endroit qui est vraiment merveilleux. Après, l'histoire est assez différente sur l'écosystème terrestre, je pourrais t'en parler aussi un petit peu si tu veux. Sur le poulpe, en tout cas, on est à peu près sur les mêmes populations, même s'il y a des mécanismes sous-jacents qui ont beaucoup changé. C'est bien noté. Justement, on pourrait finir cet épisode en évoquant, tu as dit que la vie terrestre en dehors de l'eau était beaucoup plus pauvre que ce qui se passait dans l'eau. Vous avez beaucoup parlé de l'alouette. Alors, qu'est-ce que vous avez comme souvenir des éventuels autres animaux que vous avez vus dans votre escale du Cap-Vert ? C'est clair que on a fait un focus spécial sur l'alouette de Raso parce que c'est une histoire qui est fantastique. D'un côté, raconter l'histoire, on va dire, d'évolution, de changement par rapport à la biodiversité nous amène forcément à faire état d'une baisse de la richesse de la biodiversité. Donc on raconte une histoire qui est une histoire vraie et qui est une histoire qui plombe, qui fait mal. Je pense très profondément pour nous, êtres humains, le fait d'être privé comme ça d'une richesse de la biodiversité, c'est douloureux. Et donc c'est pour ça que dans le projet, on avait aussi envie de pouvoir parler de choses positives. Parce que si, d'une manière générale, entre pollution locale et réchauffement climatique, il y a un effondrement de la biodiversité, il y a aussi des gens qui, sur tous les territoires, font beaucoup d'efforts pour donner à la nature un petit coup de pouce dont elle a vraiment besoin. Et c'était le cas au Cap-Vert avec cette alouette qui était concentrée sur une seule île, l'île de Raso, qui est très petite, qui a de moins en moins d'eau au fil des années à cause du réchauffement climatique. Et cette espèce d'alouette de Raso est en danger d'extinction encore aujourd'hui. Donc du coup, il y a une association qui s'appelle Biosphera qui s'est dit il faut qu'on améliore la capacité de résilience de l'espèce. Donc ils ont pris certains individus sur l'île de Raso, ils les ont amenés sur l'île de Santa Luzia qui est juste à côté pour créer un deuxième foyer de population pour
améliorer les chances de survie de l'espèce, sachant que sur Santa Lucia, l'île est un peu plus grande et il y a plus d'eau, en fait, d'une manière générale. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait et c'est l'histoire que nous, on a voulu raconter. Donc, on est allé faire des comptages avec des membres de l'association Biosphera sur Santa Lucia. C'était merveilleux et c'est extrêmement émouvant, je trouve, de pouvoir observer comme ça à travers l'objectif de mon appareil photo ces petits animaux. Ça a l'air de rien comme ça, mais on voit des oiseaux sur une île où normalement elles devraient pas être, parce que l'histoire humaine, parce que l'histoire des pollutions a fait que elles ont disparu de cet endroit-là à un moment donné. Les revoir comme ça et de savoir tout le background de toute cette histoire, de tous ces gens du Cap-Vert, d'Espagne, du Portugal, tous ces scientifiques, tous ces citoyens qui se sont engagés là-dedans, quand on voit la petite alouette qui est là, qui fait sa vie, qui se balade dans les rochers, qui va manger des petits morceaux de végétaux, moi ça m'émeut à en pleurer quasiment. Et je trouve que cette histoire-là, c'est une belle histoire de résilience naturelle et d'intelligence collective à l'échelle humaine pour aider la nature. Parfait, c'est bien noté. Alors, je vais me tourner vers Cécile qui précisément t'a rejoint au Cap-Vert, si j'ai bien compris. Pour finir cet épisode, Cécile, qu'est-ce que toi tu as observé comme animaux au Cap-Vert dont tu gardes un grand souvenir ? Oui, Marc, moi je suis arrivée en décembre au Cap-Vert et donc j'ai passé 1 mois sur le bateau Moukti au mouillage à Tarrafal. Et donc c'est quand même, comme le disait Victor, des endroits qui sont très désertiques. Il y a peu d'animaux terrestres. Et par contre, c'est vrai que le bonheur, c'est de prendre un masque et un tuba et d'aller faire des tours autour du bateau. Et donc, l'animal qui m'a particulièrement marqué, c'était le diodon. C'est un poisson gonflé avec des petites piques. Et c'était la première fois que j'en voyais. Et vraiment, c'est assez magique comme poisson. Oui, ils sont charmants ces diodons. Malheureusement, ils font partie de ces poissons qui sont vendus sous leur forme gonflée à des touristes pour faire des abat-jours un peu débiles. J'espère que c'est pas le cas au Cap-Vert. C'est affreux. J'en ai pas vu dans les boutiques de souvenirs. Bref, les diodons, c'est les tétraodontiformes. On en parle avec tous leurs cousins là dans les épisodes de Petits Poissons deviendra podcast. J'en profite pour faire ce petit renvoi pour ceux que ça intéresse, ces poissons extraordinaires, effectivement, qui peuvent se gonfler, qui s'appellent aussi poissons porc-épic, les diodons. D'accord. Bon, si vous n'avez pas d'autres animaux à nous citer, cet épisode arrive à son terme. Victor, tu me fais un grand sourire. Est-ce à dire que tu as un autre animal à citer ? Moi j'en ai plein. Vas-y. J'en ai plein, mais bon, ça sert à rien de faire une liste exhaustive, on va dire. Mais en fait, ce qui est assez sympa, c'est que si tu regardes sur les îles désertiques et que tu veux lister le nombre d'espèces précisément terrestres, en fait, ça se fait assez vite finalement. Donc, il y a effectivement les Kaliandra, il y a pas mal d'oiseaux de mer, des fous bruns, des pailles en queue. Il y a des lézards aussi qu'on trouve sur Santa Lucia et sur Raso. Et puis pendant pas mal de temps, il y avait des chats. Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi, parce qu'il y avait des chats, maintenant il y en a plus. C'est une espèce invasive qu'il y avait déjà à l'époque de Darwin, quand il est passé en 1832. Et en fait, c'est à peu près tout, quoi. Donc, comme quoi, ça donne vraiment l'idée d'à quel point c'est désertique. Mais tout ça, tous ces animaux fonctionnent ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des écosystèmes qui sont assez simples, dans le sens où il n'y a pas énormément d'interactions possibles entre espèces, puisque déjà il y a très peu d'espèces. Donc c'est aussi un petit peu des laboratoires pour des initiatives de conservation, comme celle de l'alouette, où en fait avant de les réintroduire, ils ont dû enlever les chats, qui étaient une espèce invasive. Ça a bien marché, et en plus de bénéficier aux alouettes, ça a aussi bénéficié à plein d'oiseaux de mer et aux lézards, et ça fait revenir un petit peu la végétation qui avait été coupée en gros au XVIIIe siècle. Donc en fait tout ça montre que la nature, elle se débrouille très bien pour revenir quand on lui laisse un petit peu de place. Ouais, c'est une très belle manière de conclure sur cette émission. Concernant les chats, effectivement, c'est un dossier qu'on a traité aussi à Baleine sous Gravillon. On a fait 4 épisodes sur l'impact des chats. Et ce que tu racontes, va dans le sens de ce qu'on essaye de dire. C'est que, surtout sur une île, tu mets des chats sur une île, c'est terminé pour la petite biodiversité du pourtour. Donc, c'est ce qu'ils ont fait aux Galapagos aussi, évidemment. Sur beaucoup d'îles, ils ont éradiqué les chats qui avaient été introduits, qui ont exterminé d'ailleurs des dizaines d'espèces. C'est le cas aussi, je pense à l'Australie, à l'Océanie, à la Nouvelle-Zélande, où les autorités font très attention avec les chats, effectivement. Très bien. Merci Victor, merci Cécile pour cet épisode sur le poulpe et sur cette belle escale au Cap-Vert. Je vous retrouve très vite pour parler de votre transatlantique, qui était une grande première pour tous les deux, où vous avez connu le fameux poteau noir. On expliquera ce que c'est tout à l'heure. Je vois que vous faites des têtes vraiment éberluées, le poteau noir. C'est vraiment quelque chose. Donc on racontera ça dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Salut. Salut Marc. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux,
Tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?